Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire du cycle Impact et trajectoires socio-économiques. Ce thème du jour est l'innovation territoriale en actes avec l'exemple de la mobilité. Alors un petit rappel sur le contexte de ces webinaires et pourquoi le faire dans le cadre des modèles socio-économiques, des trajectoires socio-économiques. On est, comme vous le savez tous, depuis de nombreuses années maintenant, et quelles que soient nos organisations, qu'elles soient publiques ou privées, on est tous questionnés face à la complexité des défis auxquels on est confronté, à la question des modèles socio-économiques et à la question de notre pérennité économique. Et depuis 2020, la direction jeunesse, éducation populaire, vie associative et le rameau on copilote toujours d'ailleurs le programme Reconnaissance des modèles socio-économiques d'intérêt général. Ce programme, il a 3 objectifs. C'est de partager collectivement une culture commune sur la diversité des modèles socio-économiques. Dans cette diversité, c'est de permettre à chacun de se repérer et de se positionner. Et enfin, comme vous savez tous que la question des modèles socio-économiques est une question qui est quand même complexe pour trouver ses propres trajectoires, c'est finalement d'apprendre collectivement à piloter cette complexité. Et dans le cadre de ce programme, l'un des axes de ce programme, c'est la plateforme Trajectoire socio-économique. C'est une plateforme numérique qui capitalise 15 ans de travaux collectifs qui permettent de valoriser les pratiques émergentes, mais aussi de développer les compétences pour permettre à chacun de penser la pérennité de son modèle et ceux d'intérêt général. Donc on est vraiment sur un cheminement collectif qui est capitalisé et qui a pour objectif de partager les connaissances. Alors pour partager ces connaissances, tous les mois depuis 2020, donc, nous organisons tous les troisièmes jeudis de chaque mois un webinaire. Et ces webinaires sont capitalisés sur la plateforme Trajectoire socio-économique. Donc, il y a déjà 45 replays de ces webinaires associés à leur synthèse. Aujourd'hui, on en est au 46e. Et puis, pour ceux qui veulent encore aller plus loin, vous avez la base Impact Alliance qui décrypte plus de 60 exemples inspirants sur ces modèles socio-économiques. Alors, 2025, le thème de 2025 sur ce cycle de webinaires, c'est impact et trajectoire socio-économique. Et dans ce cycle, on a 2 angles différents d'approche. Certains webinaires vont se focaliser plus particulièrement sur les modèles socio-économiques des organisations d'intérêt général. Et puis d'autres webinaires, comme aujourd'hui, vont se focaliser plus particulièrement sur la performance des écosystèmes territoriaux, c'est-à-dire celui des projets de territoire, comment ces projets de territoire mobilisent l'ensemble des profils d'acteurs. Et c'est bien pour ça que le réseau des catalyseurs territoriaux anime ce webinaire aujourd'hui, puisque c'est l'un des enjeux du réseau, c'est de pouvoir voir comment les écosystèmes territoriaux s'articulent. Alors aujourd'hui, on est ravis parce qu'on anime ce webinaire avec notre partenaire WeMove, puisque la thématique du jour, c'est l'innovation territoriale dans le domaine donc de la mobilité. Aujourd'hui, au menu, on aura 3 temps principaux. Tout d'abord, on va justement éclairer, comprendre ce qu'est cette fameuse innovation territoriale dans le domaine de la mobilité avec le regard de WeMove. On parlera des enjeux et des solutions développées par WeMove et aussi on aura un éclairage sur 2 illustrations de dynamique collective en territoire. Ensuite, on reviendra sur comment accélérer cette innovation territoriale, notamment en activant 4 leviers. Comment la connaissance, la capitalisation, les compétences et les capacités de financement sont mobilisables et sont mobilisées particulièrement dans le domaine de la mobilité. Et puis, on viendra sur l'actualité du mois de mars, qui est très riche, puisqu'elle est centrée sur la question des coopérations, et on verra qu'il y a une diversité d'outils qui permettent de valoriser, développer ces compétences avec l'Observatoire des partenariats et le rameau. Et on viendra, bien sûr, on rappellera la prochaine escale du mois prochain. Alors, avant de laisser la parole à WeMove, peut-être de rappeler quand même le cadre des interventions. Comme je le disais très rapidement en introduction, le webinaire s'inscrit sur le sujet de la territorialisation des transitions, qui est quand même au cœur du réseau des catalyseurs territoriaux. Et sur ce sujet, le cahier de recherche qui a été publié par l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts et le rameau, au DD17, quelle trajectoire territoriale, montre précisément le rôle stratégique du territoire, c'est-à-dire lieu d'incarnation de l'intérêt général, lieu où se matérialise, se concrétise l'ensemble des transitions. Et pour répondre à ces transitions, finalement, c'est la question, c'est comment on peut agir ensemble, comment on agit collectivement au service du projet de territoire, au service de ses priorités, c'est-à-dire comment on va articuler la capacité d'innovation de l'acteur public avec celle des acteurs d'intérêt général et de l'engagement, avec celle des acteurs économiques. Et puis pour mettre finalement en action cet agir ensemble, il faut que chacun puisse
se situer dans son propre écosystème. Et c'est là où l'Observatoire des partenariats nous propose à tous de nous mobiliser justement pour permettre à ce que chacun puisse se situer. Et pour ça, il y a une grille de lecture qui est proposée, qui est extrêmement intéressante, parce qu'elle est fondée sur un triptyque. C'est de décrypter les enjeux et les pratiques par acteur, par domaine et par territoire. Et à ce titre, d'ailleurs, je vais en reparler, mais l'Observatoire des partenariats a publié une étude qui s'appelle « Savoir se situer dans un monde en mutation » et produit régulièrement des fiches repères justement pour décrypter ce triptyque, acteur, domaine et territoire. Et c'est de ça dont on va parler tout au long de ce webinaire, c'est ce triptyque. Alors, si on l'applique à l'exemple de la mobilité, on a donc comme axe, le premier axe qui est donc le domaine de la mobilité. C'est une fragilité stratégique qui est décryptée aujourd'hui dans le défi du mois. On va en reparler. C'est une fragilité transversale dans le sens où elle s'interconnecte avec d'autres enjeux, qu'ils soient économiques, sociaux et environnementaux. Et nos intervenants, nos partenaires de WeMove en reparleront. Et cette transversalité, finalement, elle implique que tous les acteurs sont concernés. C'est les citoyens qui sont concernés, mais c'est aussi les institutions, ce sont les collectivités, les associations, les acteurs économiques, c'est tout l'écosystème qui est concerné. Et ce que l'on voit également, c'est que cette fragilité, elle se joue à tous les échelons territoriaux, et parce qu'elle se joue à tous les échelons territoriaux, elle implique d'articuler ces différents échelons. Alors, pour illustrer ce triptyque, prenons l'exemple, la preuve par l'exemple, avec WeMove, qui est donc partenaire de notre webinaire commun. Alors, pour introduire le sujet, on va reparler des enjeux et des solutions de mobilité. Et donc, nous allons écouter l'interview de Florence Gilbert, qui est directrice générale de WeMove, une interview qui a d'ailleurs été diffusée le 13 mars dernier et que vous pouvez réécouter si vous le souhaitez. On en reparle après. Écoutons Florence Gilbert. Florence Gilbert, bonjour. Bonjour Armelle, bonjour à tous. Depuis plus de 20 ans, WeMove accompagne les publics en situation de fragilité, personnes en recherche d'emploi, seniors, jeunes, personnes en situation de handicap, en leur proposant des solutions adaptées et durables. Pourriez-vous nous présenter WeMove en quelques mots? Oui, alors je vais commencer par vous dire que WeMove a 27 ans. Et en fait, il y a 27 ans, WeMove s'est aperçu qu'il manquait la glue entre les solutions de mobilité des territoires et les habitants. C'est de là qu'est né en fait le métier qu'on a développé chez WeMove de conseiller mobilité. Conseiller mobilité, c'est celui qui comprend les problématiques de mobilité des personnes et qui va comprendre ce qui existe sur le territoire et de mettre en relation quelque part ces services et les problématiques des gens. Les problématiques de mobilité des personnes, ça peut être des problématiques physiques, matérielles, cognitives, physiques, matérielles, financières évidemment. Et l'ambition, ça va être d'être en capacité d'accompagner par le biais de formation à utiliser ces solutions de mobilité pour nos habitants. Aujourd'hui, WeMove, c'est 48% de retour à l'emploi, 31% d'économie d'énergie. Donc, véritablement, en fait, permettre aux personnes de comprendre leurs problématiques, de comprendre ce qui existe sur le territoire et de permettre de les utiliser, aujourd'hui, ça fonctionne. On sait qu'on est dans un pays exclusivement autosoliste et donc l'ambition de l'association, au-delà d'aider évidemment tous les publics en fragilité, c'est aussi de lutter contre cet autosolisme et d'être en capacité d'utiliser les solutions de mobilité des territoires. Et donc nous militons à la fois pour faire reconnaître les problématiques de mobilité des personnes. Donc, on a créé le baromètre des mobilités du quotidien qui permet aujourd'hui de quantifier le nombre de personnes en précarité mobilité. On est à 15 millions de personnes en précarité mobilité en France. Donc, j'ai pas de solution ou alors j'ai seulement la possibilité d'utiliser ma voiture et j'ai un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête parce que je n'ai pas d'autre solution à ma disposition, alors que les solutions existent. Et donc, on en reparlera tout à l'heure. Et nous militons également pour essayer de proposer des alternatives à la voiture individuelle, de former dès le plus jeune âge pour apprendre à se déplacer dans les territoires. Merci Florence. Effectivement, 15 millions de personnes en précarité de mobilité, ça nous donne un petit peu une idée de l'ordre de grandeur, de nombre de personnes finalement avec qui vous pourriez travailler. Justement, dans de nombreux territoires, et particulièrement en milieu rural ou enclavé, l'accès à une mobilité adaptée reste un défi majeur.
limitant l'insertion sociale et professionnelle de nombreuses personnes. Vous nous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure. Quels sont justement aujourd'hui les principaux défis pour garantir une mobilité accessible à tous dans les territoires et comment WeMove adapte-t-elle ses solutions pour répondre à ces enjeux? Alors, le premier défi, je ne vais pas mentir, c'est une problématique de financement. Aujourd'hui, il n'y a pas de financement, par exemple, vous parliez des territoires ruraux, pour financer justement la mobilité active, l'intermodalité, des modes flexibles, donc des différentes solutions de mobilité sur les territoires. Donc, il faudrait qu'on puisse en étudier l'impact de la mobilité, de la mise en place des solutions et de l'accompagnement vers ces solutions pour que l'on puisse avoir la possibilité de prouver que c'est une véritable compétence qui doit être mise en œuvre sur les territoires. Aujourd'hui, nous en sommes à faire des expérimentations, essayer de montrer l'impact et essayer de trouver un modèle économique pérenne. Des solutions, il en existe sur le territoire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il existe un nombre de solutions qui ont été des petits bouts de solutions, des transports à la demande à tel endroit, une borne d'autopartage à d'autres endroits, du vélo partagé. Il y a des solutions. Mais ces solutions, généralement, elles sont ni matchées, ni connues. Donc, en fait, le vrai défi de l'association, c'est de repérer les solutions, d'essayer de les faire changer d'échelle et de permettre aux habitants de connaître ces solutions. Moi, je ne vais pas vous mentir, je suis pas pour la création de solutions propres au public en fragilité. Premièrement, c'est souvent stigmatisant. Deuxièmement, c'est des solutions qui sont finalement mis bout à bout peu nombreuses. Moi, chez WeMove, on est vraiment pour la mobilité inclusive, c'est-à-dire créer des solutions globales qui vont être adaptées au public en fragilité. Donc, faire avec les publics en fragilité et permettre finalement à tous de pouvoir se déplacer avec ces solutions. Donc, c'est ce que l'on fait aujourd'hui avec l'ensemble des expérimentations que l'on peut avoir. Et par exemple, je pense à l'expérimentation en territoire rural avec TerreMove, où là, on va vraiment identifier sur les territoires ruraux les solutions de mobilité, vérifier au niveau des habitants quelles sont les difficultés de mobilité aujourd'hui, essayer de faire changer d'échelle les solutions existantes, rajouter les solutions qui permettent véritablement de faire des trajets de A à B et pas simplement des petits bouts de trajet. Donc, créer une intermodalité et montrer l'impact de ces solutions sur les territoires pour aller à l'emploi, pour aller à des rendez-vous santé, pour pouvoir créer du lien social, puisque véritablement, on est dans des problématiques d'emploi, de santé et de cohésion des territoires, de lien social. Et on voit bien l'impact de la mobilité sur l'importance de la vie des personnes, mais aussi pour les personnes âgées, de recul de la dépendance. Plus vous allez pouvoir utiliser des solutions de mobilité le plus tôt possible et plus vous allez reculer l'isolement et la dépendance à la voiture individuelle. Merci Florence. Face au défi de la mobilité, aucune solution finalement ne peut être efficace sans une approche collective impliquant les acteurs locaux. Qu'il s'agisse de collectivités, d'entreprises ou d'associations, la collaboration est essentielle pour co-construire des dispositifs adaptés aux besoins des territoires. Comment WeMove collabore-t-elle avec d'autres acteurs locaux pour co-construire de nouveaux dispositifs de mobilité ou compléter l'existant sur les territoires ? Donc oui, nous, on est vraiment, c'est ce que je vous disais, la glue entre à la fois les collectivités et ce qu'elles proposent et les opérateurs de transport. Donc en fait, on va travailler à différents endroits. On va travailler d'abord à reconnaître tout ce qui existe sur le territoire. Et donc évidemment, à travailler avec l'ensemble des opérateurs de transport, que ce soit les opérateurs nationaux qui sont déclinés localement ou alors des associations locales, des garages solidaires avec lesquels on va évidemment travailler pour pouvoir avoir des solutions les plus précises pour nos bénéficiaires et les plus nombreuses pour nos bénéficiaires.
Après, évidemment, il va y avoir le travail avec les collectivités. À force de travailler avec nos bénéficiaires, on comprend et on connaît les problématiques de mobilité. Et donc, l'ambition, ça va être avec la collectivité de faire changer, par exemple, l'horaire d'un bus, rajouter un bus à tel endroit, parce qu'on va pouvoir faire remonter les problématiques et donc co-construire avec la collectivité qui a la compétence mobilité, de co-construire de nouvelles solutions adaptées à ces publics. Même si l'ambition, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment d'avoir des solutions qui vont être développées pour tous, mais adaptées à ces publics. Et puis, on va évidemment travailler avec les habitants. Nombre de solutions de mobilité sur les territoires ruraux ne sont pas utilisées parce que peu connues. Et donc, il va falloir aussi animer territorialement. La mobilité, ça s'anime territorialement, ces différentes solutions. Donc, parler, comprendre les difficultés des habitants et puis leur faire connaître l'ensemble des modes de transport qu'il y a sur le territoire. Donc, on va vraiment travailler avec ces trois, quelque part, branches des acteurs des territoires. Et puis, des fois, on va aussi créer des associations peut-être un peu plus improbables avec des acteurs. Alors, je pense à Merci Julie, par exemple, ergothérapeute, où on se dit, bon, il y a un lien avec la mobilité, mais c'est peut-être pas évident. On va développer d'autres partenariats pour essayer d'innover, de partir du domicile, par exemple, des personnes âgées. Je suis en difficulté pour me déplacer déjà dans mon domicile, je ne vais pas sortir. Donc, on va travailler avec des ergothérapeutes pour permettre justement de pouvoir se sentir à l'aise dans son domicile et avoir l'opportunité de sortir de son domicile une fois que ce frein-là est levé. Et donc, on va pouvoir aussi réunir d'autres acteurs, improbables parfois, autour de WeMove et de la mobilité pour essayer de proposer de nouvelles solutions. Puis, au niveau national, on a créé le cercle des partenaires engagés pour nous permettre aussi de travailler à un autre endroit sur le modèle économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait, il y a des solutions qui se créent alors là, par exemple, sur le cercle des partenaires engagés, on est vraiment sur la mobilité des seniors. Mais on sait qu'il y a des micro-solutions ou des solutions qui vont être développées sur tel ou tel territoire, mais pas au niveau national, mais qui fonctionnent et qui demandent qu'à être développées. Et donc là, l'ambition du cercle des partenaires engagés, ça a été d'identifier ces solutions, de comprendre les limites, de comprendre une partie du modèle économique et de pouvoir faire ensemble à la fois des constats et à la fois des propositions d'action pour permettre une mobilité durable et pérenne pour les publics en fragilité, là sur les personnes âgées, mais là très rapidement, on va ouvrir un cercle des partenaires engagés sur la mobilité des jeunes. Donc, on fait pour tous, mais par contre, on essaye de comprendre quelles sont les particularités pour permettre d'accompagner au mieux l'ensemble des publics vers une mobilité la plus pérenne possible. Merci. Finalement, vous faites du lien et vous cherchez à avoir des solutions les plus adaptées et au territoire et aux populations finalement avec lesquelles vous travaillez. Exactement. Voilà. Écoutez, franchement, merci infiniment Florence pour cet entretien qui était vraiment passionnant sur la mobilité. C'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte des difficultés qui peuvent exister dans certains territoires sur la mobilité. Merci d'avoir mis en lumière justement ces difficultés et surtout ces solutions à partir du moment où on travaille ensemble. Ça, nous l'avons bien compris. Merci Florence et merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci Armelle, merci à tous. Voilà, donc vous l'avez bien entendu, Florence a pu illustrer ce triptyque, les enjeux de mobilité, tous les acteurs qui sont concernés à différents échelons territoriaux. Alors pour continuer à explorer plus précisément ce qui se passe, notamment au niveau local, les actions ancrées localement, pour expliquer cela, nous avons avec nous Élodie Grivel, qui est directrice de l'activité donc au sein de WeMove. Bonjour Élodie. Bonjour. Alors, première question que l'on a envie de vous poser, est-ce que justement vous pouvez concrétiser quelles sont les actions que WeMove met en œuvre et la façon dont elles sont mises en œuvre au sein des territoires? Oui, bien évidemment, ça va compléter tout ce que vous avez pu entendre de la part de Florence. Aujourd'hui, WeMove, c'est une association qui couvre 11 régions. On est sur 52 départements, ce qui représente environ 150 zones d'emploi sur lesquelles on intervient.
On est environ 250 salariés et puis si on doit compter tous les sites, finalement, toutes nos implantations, on est à plus de 250 sites et permanences. Donc, c'est pour vous montrer aussi l'implantation territoriale de notre structure. Aujourd'hui, WeMove, c'est une vocation, c'est permettre à tous de mieux se déplacer en polluant moins et en toute sécurité. Il y a vraiment toujours ces trois notions, c'est se déplacer, toujours la notion écologique, hein, même peu importe le public auquel on s'adresse, et la notion de responsabilité et de sécurité dans les déplacements. Les actions concrètement sur le territoire, ça va se matérialiser par des plateformes de mobilité. Donc, qu'est-ce qu'on entend par une plateforme de mobilité? C'est un dispositif qui va avoir pour vocation de faciliter la mobilité des publics en fragilité de mobilité en priorité. Ces plateformes de mobilité, elles vont avoir plusieurs rôles. Et le rôle premier, ça va être l'accompagnement des bénéficiaires en difficulté à travers la mise en place d'un parcours. Ce qui est important de retenir, c'est que ces plateformes et ces dispositifs, ils vont être efficaces parce que ce sont des projets qui doivent être ancrés territorialement, qui doivent être inscrits finalement dans les dispositifs locaux et être complémentaires aux dispositifs locaux. Pourquoi? Parce que nous, on est vraiment sur la thématique mobilité et on va pouvoir apporter une expertise que des acteurs qui s'occupent de l'accompagnement social ou des accompagnements beaucoup plus globaux des personnes n'auront pas forcément la possibilité de traiter, soit par manque de temps, soit par manque de connaissance de la thématique. Et puis parce que c'est une thématique qui va fédérer, parce qu'elle est transverse. Elle intervient dans tous les domaines. Elle aura un rôle et elle aura des répercussions sur tous les domaines, que ce soit le logement, l'emploi, le lien social, comme a pu le citer Florence précédemment. Pour vous expliquer les parcours tels qu'on les mène auprès de nos bénéficiaires. Donc c'est c'est principalement on va dire tripartite, parce qu'il va y avoir le bénéficiaire qui est au cœur de l'action, c'est celui qu'on accompagne, c'est celui qui a des problématiques de mobilité. Il va y avoir WeMove, c'est nos conseillers mobilité qui vont accompagner et avoir cette expertise, la capacité d'amener vers l'autonomie. Et puis, il va y avoir les prescripteurs. Ce sont les partenaires locaux qui, finalement, voient au quotidien leurs bénéficiaires et sont capables de repérer les problématiques de mobilité. Une personne n'arrive pas à sortir de sa ville ou a des difficultés pour sortir de son quartier et de ce fait à retrouver un emploi. Une personne ne vient plus au CCAS, aux animations, peut-être parce qu'elle ne sait plus se déplacer, parce qu'elle a eu un problème, et du coup vont pouvoir nous orienter les personnes chez qui ils ont détecté des problématiques de mobilité. Les parcours, ils suivent globalement le même cheminement. C'est que la porte d'entrée, c'est toujours un diagnostic mobilité. Donc, ce diagnostic, ça va être notre test mobilité. C'est vraiment un outil qui a été développé par WeMove pour bien comprendre quelle est la situation de la personne au moment où on la rencontre. Quels sont ses freins, quels sont ses besoins, quelles sont ses problématiques, mais aussi quel est son potentiel et quelles sont ses envies. Et avec l'analyse de cette situation, finalement, on va pouvoir définir avec elle, pas que nous, vraiment, c'est conjoint avec la personne, on va définir avec elle quel est son projet mobilité en accord avec son projet social ou son projet pour l'emploi. Le parcours, il est évidemment suivi dans le temps. Il peut avoir une durée, là on a une durée moyenne de 100 jours par bénéficiaire, ça peut être un peu plus, un peu moins, ça va dépendre des publics et des problématiques rencontrées. Et puis, il va être ponctué par des rencontres avec le conseiller mobilité et par la mise en œuvre de différents services qui vont répondre aux besoins des bénéficiaires. Ça peut être des services qu'on débloque à très court terme pour pouvoir se déplacer dans les jours qui arrivent et puis mettre en place des solutions à plus long terme comme le microcrédit ou l'accès au permis ou des choses, ou l'apprentissage à faire du vélo, etc. Et puis, on a la fin du parcours où on a atteint finalement l'objectif qu'on s'était fixé conjointement au départ, qui permet à la personne d'être autonome dans ses déplacements. Je rajouterai juste qu'aujourd'hui, quand on fait le bilan, nous, de ce qu'on met en œuvre comme service, finalement, 80%, plus de 80% des services sont d'ordre pédagogique.
Donc, ça témoigne bien. Et puis, les services, 15% sont d'ordre financier et 4% sont d'ordre matériel. Donc, ça témoigne quand même beaucoup que l'action première et principale dont ont besoin les personnes, ça va être d'apprendre à utiliser, ça va être de connaître ce qui existe. Et puis, ça va être un besoin d'être coaché finalement et d'être accompagné vers le changement plus que d'avoir tout de suite une voiture, une remise de clés ou ce genre de service. Merci pour cette première réponse. Alors, avant de passer à la seconde, ça répond un petit peu à la question de Valérie Vinière qui disait concrètement, est-ce que vous mettez à disposition des navettes taxi VTC? Alors, on n'a pas un métier de transporteur, donc on va pas nous développer des navettes ou des VTC. Par contre, on va vraiment fonctionner avec l'offre du territoire qui est existante. Donc, nos conseillers mobilité vont avoir finalement la vue sur tout le catalogue de solutions qui existent sur le territoire et vont pouvoir débloquer ou accompagner vers l'utilisation de ces solutions-là quand c'est adapté aux besoins de la personne, selon si c'est un déplacement ponctuel, un déplacement quotidien, en fonction de son budget, vraiment en fonction de ses capacités, on va débloquer. Donc, ça peut faire partie des solutions vers lesquelles on oriente, mais c'est pas forcément WeMove qui les met en œuvre. Très bien. Alors, on voit bien toute l'action que vous menez auprès des bénéficiaires. On voit aussi le rôle important du territoire et notamment du territoire très local. Comment vous valorisez vos observations de terrain finalement? Eh bien, ça va être finalement les autres missions d'une plateforme de mobilité. Là, on a vraiment évoqué la partie accompagnement des bénéficiaires qui est notre cœur de métier. Mais au-delà des accompagnements, les plateformes de mobilité et toutes les équipes en région ont vraiment ce rôle d'observatoire du territoire sur les besoins de mobilité, puisqu'à force d'accompagner les personnes, on va pouvoir, on les connaît bien, on connaît leurs problématiques, on peut suivre les évolutions des besoins, les évolutions des problématiques du territoire. Et ça, c'est quand même aussi possible par les outils que nous, on a développés qui nous permettent, au-delà du test de mobilité, finalement, c'est tous les accompagnements qu'on met en œuvre auprès de nos personnes vont être tracés et toutes les problématiques et tous les services qu'on développe et tout ce qu'on met en œuvre avec une personne va être tracé dans un outil. Donc, on peut vraiment capitaliser et suivre et tracer toutes ces informations qui sont propres à chacune de nos régions, à chacune de nos départements et de nos territoires d'intervention. Ça va être ce côté observatoire, on va pouvoir le partager de différentes manières. On va le partager régulièrement dans l'année à travers les comités de pilotage et les comités techniques qu'on organise avec nos partenaires institutionnels ou nos partenaires opérationnels pour vraiment les tenir informés et faire vivre faire le constat faire le bilan de nos actions, les constats terrain, etc. Et puis envisager des solutions ensemble. On n'est pas juste nous à mettre en œuvre des choses, il faut que ce soit aussi porté par nos partenaires et d'où l'intérêt de partager avec eux ces remontées terrain. On va pouvoir être intégré dans des réseaux en local, des réseaux d'acteurs pour apporter cette expertise mobilité, ces témoignages. On va aussi pouvoir nous-mêmes mettre en place des groupes de travail sur la thématique mobilité. Et je reprends l'exemple qu'a cité Florence précédemment sur le cercle des partenaires engagés. Aujourd'hui, la vocation, c'est cette instance qu'on a mis en place au niveau national, c'est qu'elle puisse vivre au sein de chacune de nos régions. Donc, c'est vraiment un groupe de travail, une instance de réflexion qu'on va déployer, qu'on déploie à l'échelle de chacune de nos régions, où on rassemble les partenaires. Alors là, ça va être sur la mobilité des seniors, mais les partenaires privés, publics, qui ont un intérêt pour cette thématique, et on va réfléchir ensemble à comment poser les bases, les constats les spécificités du local, à la différence du national où on est quand même dans des tendances, il y a toujours des spécificités en région. On va poser ces spécificités, on va pouvoir voir quelles sont les initiatives qui seraient intéressantes, qui existent et qui sont intéressantes à mettre en avant, qui peuvent être développées, et puis d'avancer comme ça avec les partenaires. L'autre rôle, ça va être l'animation autour de la mobilité. Comme j'ai dit précédemment, c'est vraiment une thématique qui est transverse. Donc, on peut pas accepter d'entendre
on n'a pas le temps de traiter la mobilité, c'est pas important, il y a d'autres choses à faire. Alors certes, oui, il y a des priorités, mais par contre, c'est toujours en parallèle, la mobilité peut aider. Donc c'est important qu'elle soit vraiment intégrée dans toutes les réflexions, dans les politiques publiques, dans les politiques dans la politique de la ville, auprès de tous les publics, que ce soit ou les partenaires prescripteurs, voilà, qu'ils aient en tête cette notion, parce que ça peut vraiment débloquer beaucoup d'autres problématiques annexes chez les publics. Et du coup, animer autour de cette thématique, c'est vraiment sensibiliser, la faire vivre, montrer les modes de transport qui existent. Donc, ça peut se mettre en place via des actions de sensibilisation autour de la mobilité, dans des événements, soit organisés par WeMove, soit se greffer ou participer à des événements de nos partenaires. Et un bel exemple, c'est les journées de la mobilité inclusive que l'on met en place depuis 2 ans. Là, ce sera la troisième fois cette année. Ça aura lieu le 18 septembre. C'est vraiment une journée qui a lieu sur chacune de nos régions, où on invite et on rassemble toutes les personnes qui sont intéressées par la thématique de la mobilité inclusive. Et puis, l'idée, c'est de travailler ensemble autour de tables rondes, autour d'ateliers, pour faire émerger des idées, faire émerger des prises de conscience sur cette thématique. Et puis, la dernière chose, c'est le développement des coopérations locales. Parce que avec l'expérience, on s'en rend bien compte, c'est indispensable pour garantir l'efficacité des actions. Il faut qu'on s'inscrive dans ce qui existe déjà et pas d'en rajouter une couche sur le millefeuille. Il faut que ce soit complémentaire aux accompagnements qui sont déjà faits, aux dispositifs qui existent, et puis en travaillant main dans la main avec les acteurs locaux, c'est là où on crée des synergies et où l'efficacité ne sera que plus grande pour finalement notre cible qui est le public. Merci beaucoup. Alors, on voit que WeMove est vraiment ancré en territoire, ce qui lui permet de capter les besoins de proximité. Et donc, vous êtes dans une démarche d'innovation, de captation des besoins. Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Oui, alors c'est quelque chose qui est permanent chez WeMove, la volonté d'innover. On a nos actions socles qui continuent, mais par contre, on est toujours là en train de chercher comment répondre à des besoins aujourd'hui non couverts, que ce soit en termes de territoire, de public, de solutions de mobilité ou autre. Donc, on est toujours dans cette innovation. On a la même démarche qui consiste, dans un premier temps, une fois qu'on a relevé un besoin, c'est d'expérimenter une solution. On pourra expérimenter une solution à plusieurs échelles. Soit c'est l'une de nos régions, l'un de nos dispositifs en région qui va mettre en place, parce que le besoin est avéré aujourd'hui sur cette région. On expérimente et puis voilà. Ou alors au niveau national, mettre en place quelque chose qui est porté par le national. Ça peut être comme le cercle des partenaires, quelque chose qu'on tente comme ça au national et qui après fait des petits en région. Ça peut aussi être au sein de nos activités socles, les accompagnements et les dispositifs, les plateformes de mobilité. Aujourd'hui, ça peut être accompagner soit un nouveau public, prendre la même méthode et l'adapter à un nouveau public. Ça peut être couvrir un nouveau territoire. Ça peut être mettre en place un nouveau partenariat, comme on l'a évoqué avec Merci Julie ou d'autres. Ensuite, une étape qu'on a intégrée aujourd'hui dans tous nos projets, c'est l'évaluation. L'évaluation, c'est indispensable pour savoir quel est l'impact de l'expérimentation, comment elle s'est passée, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et comment derrière on peut l'ajuster pour pouvoir ensuite l'adapter à d'autres territoires et le déployer. Donc, il y a 2 choses dans l'évaluation. Il va y avoir l'évaluation des projets, en termes de méthode, de mise en œuvre, de calendrier, d'actions proposées, etc. Et puis, il va y avoir le côté évaluation d'impact de nos actions, qui est aussi important, parce que juste mettre en œuvre, ça suffit pas. On a besoin de savoir, nous-mêmes aussi, on a besoin de savoir quel est l'effet derrière, à quoi on a servi concrètement pour les personnes. Et puis, la dernière étape derrière, c'est de pouvoir mutualiser et déployer. Soit c'est décliner un projet qui a été mené au national, essayer de le décliner en local.
soit c'est de partager un projet qui a été expérimenté sur l'un de nos territoires, de le mutualiser avec l'ensemble de nos directeurs et de nos régions et de voir comment on peut le dupliquer tout en gardant cette part d'adaptabilité sur chacune des régions parce que chaque territoire a quand même ses spécificités. Donc, on peut avoir un modèle et derrière le décliner pour qu'il fonctionne sans faire un simple copier-coller, mais pour qu'il puisse vraiment fonctionner et s'ancrer territorialement sur une autre région. Merci beaucoup, Élodie. Et ce qui est très intéressant dans votre témoignage, c'est que ça commence déjà à éclairer la deuxième partie de notre webinaire qui sont sur les leviers de l'innovation territoriale, comment on accélère grâce à la capitalisation de tout ce que vous faites, au partage de connaissances, que ce soit au niveau local jusqu'au niveau national et inversement. Et puis, il y a toutes les logiques de valorisation, de mutualisation, de déploiement des pratiques qui également font partie des leviers pour accélérer l'innovation territoriale. Alors, vous parliez d'expérimentation, c'était une très bonne introduction à nos deux illustrations qui vont suivre, qui vont permettre de comprendre comment se passe au niveau territorial ces dynamiques collectives avec le premier projet qui est celui de zone à faible émission. Alors, pour en parler, nous avons avec nous Caroline Machillot, qui est directrice régionale Île-de-France de WeMove. Et bonjour Caroline d'abord. Bonjour Élodie, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors, on a déjà une toute première question, c'est que veut dire très précisément zone à faible émission? Oui, en quelques mots, le projet autour de la zone à faible émission. Alors, qu'est-ce que c'est en fait une zone à faible émission? C'est un outil en réalité qui va nous permettre d'améliorer la qualité de l'air sur un territoire et sur une zone donnée. C'est un projet qui est porté et mis en œuvre par les collectivités locales qui en fait disposent de la compétence et des outils pour pouvoir le faire. Donc il s'agit bien d'une zone délimitée qui comprend des voies routières et au sein de laquelle on va limiter la circulation des véhicules qui sont les plus polluants de manière à réduire de manière assez significative les émissions justement de polluants atmosphériques dans cette zone. Pour la petite histoire, mais parce que ça remonte un petit peu, les zones à faible émission, en fait, elles sont issues d'une directive européenne qui date de 2008 et qui petit à petit ont été déclinées à travers des différentes lois en France. Et notamment, je pense à celle sur le climat et les mobilités. Je fais référence à la loi d'orientation des mobilités de 2019 et la loi climat et résilience de 2021, qui permettent de décliner sur le territoire français cette norme européenne. Quel est l'enjeu derrière ce projet? C'est un enjeu de santé publique en réalité, puisque la pollution de l'air est à l'origine ou aggrave un certain nombre de maladies respiratoires et cardiovasculaires qui, en France, chaque année, contribuent, le terme n'est pas tout à fait juste, mais en tout cas engendre près de 40 000 décès par an. Et donc, il y a nécessité d'agir sur ce sujet. En Europe, sur le territoire européen, on a un petit peu plus de 300 zones à faible émission. Et pour revenir en France, on a quand même une quarantaine d'agglomérations qui aujourd'hui sont des agglomérations de plus de 150 000 habitants et qui sont concernées du coup par la mise en œuvre en fait de ces zones à faible émission. On a une spécificité sur deux territoires autour de Lyon et de Paris, puisque ce sont deux métropoles sur lesquelles les seuils en fait réglementaires sont très régulièrement dépassés et qui nécessitent du coup la mise en œuvre de ces ZFE de manière calendaire et avec un rythme qui est prévu par la loi. Concrètement, c'est à travers un système qui identifie à travers des vignettes les différents véhicules, il y a 6 catégories de véhicules, qui déterminent en fait le degré, on va dire, de pollution de ces véhicules et qui permettent de petit à petit dire que les véhicules les plus anciens, les plus polluants, ne pourront plus rentrer dans ces zones. Le public qui est concerné en réalité par les zones à faible émission, mais en fait c'est tout le monde, j'ai envie de dire. C'est à la fois ceux qui résident dans la zone qui sont directement concernés, mais aussi tous ceux qui vont s'y rendre pour y travailler, mais même qui vont s'y rendre ponctuellement. Voilà un peu en termes de présentation d'une zone à faible émission. Alors, vous n'avez pas votre micro, Élodie.
Merci Caroline. Non, je disais que la métropole du Grand Paris a lancé justement une ZFE. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la nature du projet et ses objectifs? Oui, donc en Île-de-France, effectivement, hein, c'est la métropole du Grand Paris qui met en œuvre la zone à faible émission, donc qui concerne en fait le territoire qui se situe à l'intérieur de la 86, la 86 n'étant pas concernée par cette zone, c'est vraiment toute la partie qui est intérieure à cette enceinte, on va dire. La métropole accompagne du coup à la fois toute la mise en place d'évolutions réglementaires hein, qui se doivent de suivre, avec donc différentes restrictions qui vont se succéder en termes calendaires. Et donc la dernière est celle du 1er janvier 2025 qui restreint les déplacements dans la zone pour les véhicules de critère 3. Donc on avait déjà eu les critères 4 et 5 qui ne pouvaient pas rentrer dans la zone. Et donc depuis le 1er janvier, les critères 3 sont également concernés. Alors, pour se rendre compte et avoir une petite idée, les critères 3 sur le parc automobile, on va dire francilien, c'est 17% des véhicules. Donc on est quand même sur quelque chose qui va concerner beaucoup de public et qui nécessite du coup d'être accompagné. Et pour cela, la métropole du Grand Paris a prévu en réalité, on va dire, 2 axes de travail qui vont être travaillés en parallèle. D'abord, des éléments de mesures d'information et d'accompagnement des publics pour les accompagner dans cette évolution, en visant, et vous l'avez compris, c'est le cœur de métier de WeMove, de pouvoir toucher les plus fragiles, ceux qui vont être le plus directement impactés en fait, en réalité par ces mesures, parce qu'ils rencontrent des freins économiques pour changer de véhicule par exemple, des freins numériques, des freins linguistiques, en lien avec des démarches administratives à réaliser. Donc c'est vraiment notre public cible et celui que souhaite pouvoir toucher la métropole du Grand Paris pour accompagner au mieux les publics dans cette transition. Pour j'allais dire la petite histoire, la métropole du Grand Paris, c'est une collectivité un petit peu spécifique parce que ils n'ont pas jusque-là de service directement aux habitants. Ils travaillent avec les collectivités et là, ils vont être sur un premier service d'accompagnement et de conseil directement aux habitants. Donc c'est aussi une première et une évolution pour eux dans cette démarche. Et donc je vous disais 2 axes de travail en parallèle, l'information, l'accompagnement. Et en parallèle, la métropole travaille à une adaptation, en fait, l'adaptabilité des règles à travers de la mise en œuvre de dérogations spécifiques pour pouvoir rentrer dans la zone, et donc un guichet unique pour pouvoir obtenir ces dérogations, à travers des passes qui permettent ponctuellement de pouvoir se rendre à la zone. Et l'idée pour la métropole, c'est d'avoir un temps, on va dire, pédagogique avant de rentrer à horizon 2026 sur quelque chose qui va être de l'ordre du contrôle sanction. C'est vraiment de préparer en fait cette phase. Et donc il y a un réel objectif de faire connaître les zones à faible, et en l'occurrence la zone à faible émission de la métropole, parce que d'après notre dernier baromètre des mobilités du quotidien, Florence en parlait en introduction, en Île-de-France, il faut savoir que plus d'1 personne sur 2 ne sait pas ce qu'est aujourd'hui la zone à faible émission. Donc il y a un vrai travail d'information. Et en parallèle, un travail, je vais dire, d'acceptabilité d'une mesure d'intérêt général de santé publique, mais pour lequel un certain nombre de citoyens qui vont être de salariés qui vont être concernés par cette mesure voient ça comme quelque chose de plutôt négatif par rapport à eux. Donc on a vraiment un enjeu aussi d'acceptabilité. Et peut-être sur la slide d'après pour vous expliquer effectivement un petit peu les différentes zones. Donc on a à travers ce projet différentes populations, différents publics qu'on va toucher et donc des strates territoriales qui vont être différentes et adaptées. D'abord, au plus large, on va avoir un niveau de service qui va être justement de l'information grand public à travers un numéro vert, un formulaire de contact qui permettra de répondre à un touriste, à quelqu'un qui vient se rendre à Paris, à un francilien, voilà, toutes les personnes qui souhaitent avoir un premier niveau d'information sur ce qu'est la ZFE et ce qu'elle engendre. Il va y avoir ensuite un deuxième échelon qui là sera plutôt un échelon, on va dire, régional,
puisque la partie de conseil vraiment et d'accompagnement des publics dans un changement de pratique pour pouvoir se rendre dans la zone va concerner donc tous les habitants de la métropole du Grand Paris, mais également les habitants, les franciliens qui se rendent dans la zone pour venir travailler. Donc le conseil se déclinera sur toute cette population. Et puis pour terminer, sur les 130 communes de la métropole du Grand Paris, vont se décliner un certain nombre d'animations, de points d'information, de permanences chez des partenaires locaux pour pouvoir informer et sensibiliser. Et donc là, le petit schéma permet de voir que la ZFE, c'est le bleu le plus foncé, et la métropole du Grand Paris est un territoire qui est plus large, sur lequel les habitants vont pouvoir bénéficier notamment d'accompagnement et de conseils. C'est très clair, merci. Alors, on voit bien, on entend bien depuis le début que la question des coopérations est au cœur des modalités d'intervention de WeMove. Justement, sur ce projet-là, quelles sont les coopérations qui vont être mises en œuvre pour mettre en œuvre le projet en fait? Alors, je dirais même, Élodie, que la coopération, elle est indispensable, en fait, si on veut réussir et contribuer à la réussite autour de cet enjeu de santé publique. Il faut, c'est vraiment nécessaire d'avoir un écosystème territorial solide qui va nous permettre de pouvoir atteindre nos objectifs. Donc, la coopération, elle nous permet de renforcer notre capacité à agir, parce qu'évidemment, seuls nous n'aurions pas la même, et c'est un gage de réussite, et qui a été vraiment pensé, je dirais, dès les premières réflexions autour du projet et la manière dont la métropole souhaitait accompagner en fait la zone à faible émission. Donc, on va dire qu'il y a 3 phases en réalité. Une première phase en amont, où la métropole en fait s'est appuyée sur les partenaires avec lesquels ils avaient l'habitude de travailler sur les questions liées à la pollution de l'air, sur les premiers niveaux de ZFE. Ils ont décliné un certain nombre d'expérimentations et fort de ces éléments, ils ont défini un cahier des charges justement pour pouvoir mettre en œuvre un service adapté aux enjeux locaux. Et là, 4 axes d'intervention sont ressortis en fait de tous ces éléments et qui du coup apparaissent dans le cahier des charges du marché. Le premier, c'est d'avoir un niveau de conseil et d'accompagnement à la définition finalement de la stratégie du service, et je vais y revenir ensuite. Le niveau d'information, de sensibilisation, d'aller vers les publics, un autre axe d'intervention. Toute la partie de conseil et d'accompagnement avec l'expertise nécessaire. Et tout cela accompagné d'une communication. On l'a dit, il y a nécessité de pouvoir informer, donc de créer des outils qui soient adaptés pour pouvoir transmettre et passer des messages. Et donc, à travers ces 4 axes, il était nécessaire pour WeMove de pouvoir travailler avec des partenaires qui chacun, dans leur domaine d'expertise, pouvaient apporter des éléments de réponse qui répondent à ce cahier des charges. Donc ça, cette phase, c'était une première phase amont. Et finalement, on a depuis 6 mois maintenant, on est plutôt dans la deuxième phase, donc la définition du service, la préfiguration, qu'on est en train d'achever actuellement. Donc là, c'était de réaliser à la fois une étude qui a permis d'avoir des éléments sociologiques, de rencontrer tous les acteurs qui sont partie prenante du projet, des collectivités, des acteurs de la mobilité, des associations. Ça nous a permis également de définir des parcours dans lesquels les personnes allaient pouvoir rentrer, de créer aussi des personnels pour voir un peu quelles seraient les problématiques auxquelles on allait devoir répondre, d'identifier des zones prioritaires aussi d'intervention. Je disais 17% du parc automobile. Il y a quand même des zones géographiques qui se dégagent et sur lesquelles le niveau d'intervention doit être plus fort. Et donc calibrer tous ces premiers services en modalité, j'ai envie de dire, de co-construction, tout seul, mais bien avec les partenaires. Donc là, actuellement, nous sommes sur la fin de cette phase, et donc le démarrage des premiers services, donc la 3e phase, avec là la déclinaison que nous allons poursuivre. Il y a un certain nombre de partenaires qu'on a rencontrés en amont, mais on va poursuivre, aller plus loin, rencontrer d'autres partenaires, effectuer des webinaires, pouvoir présenter des kits de communication, faire que les acteurs puissent se les approprier et les relayer
puisqu'on a besoin, je parlais d'expertise, il y a effectivement l'expertise du consortium, mais il y a toute l'expertise des relais locaux dont on va avoir besoin pour toucher les publics cibles. On a sur la slide qui suit essayé de cartographier les acteurs qui sont concernés en réalité, et on voit toute leur diversité en réalité autour de ce projet, avec 3 catégories, hein, une partie plutôt institutionnelle avec les services de l'État, les collectivités, les chambres consulaires également, hein, chez les entreprises et les salariés. Tout ce qui est de l'ordre du service public, donc là plutôt des services de proximité en lien avec les habitants qui vont être concernés. Et puis tout ce qui est acteurs locaux, qu'ils soient acteurs de la mobilité ou plus en lien avec les publics. Une myriade, je dirais, d'acteurs qu'il va falloir associer à ce projet, même si pour un certain nombre d'entre eux, voilà, on a commencé à le faire. En tout cas, il va falloir qu'on poursuive pour que les dynamiques locales et territoriales soient réelles et nous permettent en fait de créer des synergies qui, in fine, doivent nous permettre de répondre à notre enjeu initial. Bien évidemment, pour conclure, la question de la mesure d'impact de la réalisation de nos actions, et ça a été dit précédemment par mes collègues et la directrice générale, voilà, mesurer notre impact, c'est extrêmement important puisqu'on est sur un projet aussi qu'on construit, qu'on fait en marchant, et donc qui nécessitera probablement des adaptations. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va faire au fur et à mesure en lien avec nos différents partenaires. Merci beaucoup, Caroline. Alors, en attendant que Jonathan se reconnecte, quelle est la durée finalement de cette expérimentation? Ça fait pas très longtemps qu'elle a commencé, mais c'est quoi l'objectif de fin, s'il y en a un? Alors, il y en a un, puisque nous sommes du coup je parlais de cahier des charges, parce qu'effectivement, on est lauréat d'un marché, donc WeMove est mandataire avec ses partenaires. On a une première période de 24 mois depuis l'été dernier, donc voilà, ça fait 6 mois maintenant qu'on travaille sur le sujet. 24 mois et avec un marché qui peut se renouveler sur des périodes de 12 mois. Très bien, donc ça amène à déjà pas loin de 2030, non? Ou un peu moins peut-être? Non, pas tout à fait. D'ici 2030, il y aura un renouvellement de marché. mais effectivement, on est sur 24 plus 12 plus 12, donc on a une perspective autour de 4 ans, donc plutôt mi-2028. Ouais. Et voilà, encore une fois, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir adapter. De toute manière, quand on va avoir des réponses sur mesure, in fine, il faut régulièrement se réinterroger. Est-ce qu'on a les bonnes modalités de communication? Est-ce qu'on a les bons relais locaux? Est-ce que les relais locaux ont des éléments à nous faire remonter aussi qu'il faut qu'on prenne en compte? Voilà, ça c'est des échanges vraiment très réguliers qu'il faut qu'on ait. Alors, il y a une première question de Georges Ders pour vous, Caroline. Quel est le niveau de participation financière de chaque type d'acteur, que ce soit l'État, les collectivités et autres? Oui, merci pour votre question. Donc, effectivement, nous, en tant que mandataire, c'est la métropole du Grand Paris qui finance les différents services que je vous ai présentés aux habitants. Et après, pour le reste, nous allons majoritairement nous appuyer sur les aides qui existent. Alors, celles-ci, elles évoluent dans le temps, mais pour pouvoir accompagner les bénéficiaires. C'est un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure. On va utiliser au maximum l'existant. Et on sait qu'en Île-de-France, on a un réseau de transport qui est très bien développé. Comment on peut favoriser éventuellement les intermodalités, comment travailler sur les mobilités actives. Donc, on va utiliser toutes les aides qui peuvent exister sur un territoire pour en faire bénéficier, les habitants et les salariés que nous allons accompagner. Parce qu'en fait, dans la mesure, on a à la fois les habitants, mais aussi les entrepreneurs, les auto-entrepreneurs qui se rendent dans la zone avec l'objectif pour nous de les accompagner également sur éventuellement un changement, une conversion de véhicules. Donc c'est principalement métropole du Grand Paris plus les aides qui existent, on va dire, de droit commun. J'ajoute juste un petit élément sur le sujet, c'est que la métropole du Grand Paris, dans le cadre de son marché, a également pensé à des tests de solutions alternatives. C'est-à-dire qu'en plus des services d'accompagnement,
on va tenter de mettre en œuvre des solutions alternatives qui là pourraient être prises en charge financièrement par ailleurs. Ce sera un sujet. Merci beaucoup, Caroline. Alors, très, très intéressant. Et là, on va plutôt s'orienter vers un autre type de projet en expérimentation qui n'est pas forcément sur l'accompagnement des personnes, mais plutôt sur l'accompagnement des territoires avec le projet TerreMove. Et avec nous, Jonathan Hotlett, qui est directeur régional de la région Hauts-de-France. Et j'espère, Jonathan, que la connexion va se maintenir. Alors, oui, bonjour à tout le monde. Bonjour, Jonathan. Est-ce que vous pouvez déjà, première question, nous présenter le projet TerreMove? Alors, le projet TerreMove, à ses débuts, était normalement un projet de contrat impact social qui n'a pas abouti, mais où l'idée d'une expérimentation sur des territoires ruraux pour dynamiser la mobilité a retenu l'attention de la DGEFP, qui est une direction du ministère du Travail. Et donc, on a pu voir le projet TerreMove prendre forme il y a maintenant 2 ans et demi. Le projet TerreMove, qu'est-ce que c'est? L'idée un peu ambitieuse, c'est de pouvoir apporter de la mobilité qu'on retrouve sur les zones urbaines, voire périurbaines, dans les milieux ruraux. Puisque aujourd'hui, effectivement, sur les zones urbaines ou périurbaines, on a des dispositifs qui existent avec du métro, avec du tram, avec du bus, avec peut-être de la mobilité alternative sur du vélo en libre service, par exemple. Et c'est des choses qu'on ne trouve pas dans les territoires ruraux et c'est là où prend toute son importance le projet TerreMove. On a 2 casquettes sur le projet TerreMove. Il y a forcément l'accompagnement du territoire à la mobilité. Et on a aussi la casquette de communicants sur le territoire. L'objectif est de pouvoir déjà établir une cartographie de l'existence sur le territoire en termes de mobilité, puisque aujourd'hui, en Hauts-de-France, on a cette chance d'avoir une région qui est assez dynamique et enthousiaste sur ce principe de mobilité, avec des avancées relativement majeures sur les plans de mobilité simplifiés, par exemple, plans d'action de mobilité simplifiés. Et sur les territoires ruraux, on a des difficultés à pouvoir organiser ces réunions à une échelle locale. Le projet TerreMove, il a été donc imaginé sur 3 territoires. En Hauts-de-France, sur la communauté de communes des 7 vallées, à Eda, sur l'Île-de-France, avec la communauté d'agglomération du Pays de Meaux, et avec le Grand Ouest, sur la communauté de communes de Power Communauté, plus généralement connue pour les Vieilles Charrues. Donc 3 territoires ruraux, 3 territoires qui sont quand même assez différents, notamment en termes d'espace, en termes de périmètre et en termes de nombre de communes. Titre d'exemple, chez nous, on est plutôt autour des plus de 50 communes. Sur le Pays de Meaux, on est autour des 15 communes. Et donc, ces 2 paramètres de territoire et de nombre de communes interfèrent forcément sur les solutions de mobilité à mettre en œuvre, puisque plus il y a de gens autour de la table, plus c'est important de pouvoir communiquer. Alors, en préparant le webinaire, vous me disiez que vous jouiez un rôle au niveau territorial de coordination, justement pour construire cette offre de mobilité et de, entre guillemets, optimisation des financements. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces 2 axes? Alors, effectivement, déjà, en termes de financement, c'est une expérimentation donc sur 3 ans, sur 3 territoires, comme je vous l'ai cité tout à l'heure, avec une enveloppe de 3 millions d'euros. Donc 1 million d'euros par an pour les 3 territoires. Donc ça, c'est un financement aujourd'hui de la DGEFP, donc une branche du ministère du Travail. Et l'objectif de cette expérimentation, c'est de pouvoir apporter des solutions et de trouver un modèle économique
sur les services mis en place à l'intérieur des différents territoires. C'est là où tout l'enjeu de coordination intervient, aussi bien sur la coordination de l'activité et des solutions de mobilité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais aussi sur ce recherche de modèles de financement. On a aujourd'hui autour de la table l'ensemble des strates qu'il pourrait y avoir sur du financement. Ça part forcément de l'État et on arrive jusqu'à l'élu communal qui est sensibilisé et qui est invité à participer activement et économiquement aux solutions de mobilité imaginées. C'est pas quelque chose de facile puisque, à titre d'exemple, très concrètement, lorsqu'on imagine une solution de véhicules en libre service, par exemple, lorsqu'on va imaginer les différents lieux d'accueil de ces vélos ou de ces scooters sur le territoire, eh bien, aujourd'hui, on a des compétences, par exemple, départementales sur certaines routes, on a des compétences d'agglomération, on a des compétences de communes, et en fait, il faut aujourd'hui pouvoir être autour de la table pour savoir qui fait quoi. Quand on n'est pas sur un terrain privé type SNCF, par exemple. Donc aujourd'hui, c'est super important de pouvoir avoir cette coordination. Les 3 territoires, ils n'ont pas été choisis par hasard, ça c'est important aussi de le signaler. Il fallait qu'il y ait cette qualité rurale, forcément puisqu'on travaillait sur la mobilité rurale, mais aussi sur une dynamique politique avec une envie de pouvoir faire bouger les lignes sur la mobilité de son territoire. Et c'est pour ça que ces territoires ont été choisis. Donc concrètement, comment ça se traduit? Donc c'est beaucoup de copiles, beaucoup d'informations qu'on doit aller chercher à droite et à gauche pour pouvoir les diffuser et les coordonner. À titre d'exemple, sur le financement, on a le fonds vert, par exemple, aujourd'hui qui, pas plus tard que la précédente version du fonds vert, devait être portée par les communautés de communes et pas par les associations. Ça a changé aussi un petit peu, donc ça redistribue un peu les cartes de qui va pouvoir mobiliser quoi et pour quel type de mobilité ou quel type de projet. Et en fait, on est obligé de jouer avec toutes ces cartes-là et c'est ça qui rend le projet passionnant mais complexe. Vous parliez en préparant d'exemples comme à Valenciennes sur le versement mobilité. Est-ce que vous pouvez nous illustrer? Alors, sur les modèles économiques qui doivent être explorés, effectivement, il y a le versement mobilité qui est un enjeu important. Le versement mobilité, pour simplifier un peu les choses, c'est une taxe sur les entreprises qui peut être levée si la communauté de communes ou le PCI en question est organisateur de mobilité et autorité organisatrice de mobilité, AOM. Si cette EPCI a cette qualité d'AOM, elle peut lever aujourd'hui le versement mobilité qui est prélevé sur les entreprises qui ont plus de 10 salariés sur les entreprises. L'idée de pouvoir lever ce versement mobilité, c'est pas simple pour les communautés de communes les EPCI qui récupèrent cette compétence mobilité qui a appartenu à un moment donné au département puis après à la région. Parce que il y a tout le dialogue social et politique avec les entreprises à mettre en place, mais il y a aussi toute l'organisation et c'est pour ça que aujourd'hui avec Termove on a cette approche-là, c'est de pouvoir coordonner l'existant et de pouvoir optimiser le financement. Parce qu'effectivement, si aujourd'hui, on va simplifier un peu les choses, pour que le service mobilité fonctionne, il faut qu'il y ait un maximum d'utilisateurs. Et aujourd'hui, le maximum d'utilisateurs, c'est peut-être pas forcément les futurs employés ou les employés des zones d'activité. Et donc, on arrive à un constat où, un peu comme Valenciennes, où on a des zones d'activité qui sont éloignées du centre-ville et des zones desservies, mais où le versement mobilité est réalisé par les entreprises. Donc, ils se sentent un peu lésés en se disant on a un versement mobilité d'un côté et on n'arrive pas à avoir une desserte pour nos employés. Donc voilà, un type d'exemple de coordination
qu'on doit avoir sur les territoires. Ouais, ça illustre très bien votre rôle d'accompagner le territoire dans la construction de sa mobilité. C'est très, très intéressant. Alors, pour conclure, vous avez quasiment 3 ans de retour d'expérience. Quel est le principal enseignement que vous avez pu tirer de ces quasi 3 ans? Aujourd'hui, on a eu un départ qui a pris beaucoup plus de temps que ce qu'on pouvait imaginer, puisque cartographier un territoire aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui nous semblait chronophage. Et en fait, ça l'a été, puisqu'aujourd'hui, on a énormément de personnes qui se sentent concernées par la mobilité solidaire. Et donc, on a énormément de structures qui essayent de solutionner le problème. Et donc, on a des communes qui, par exemple, vont financer une partie du permis de conduire moyennant des heures de travail d'intérêt. On a la région qui va apporter aussi du financement au permis de conduire. On a France Travail qui va apporter des aides au permis de conduire. Et donc, aujourd'hui, c'est très important, si on veut optimiser le levier financier, de pouvoir poser tout ce qui existe, de cartographier aussi tout ce qui existe, pour pouvoir se dire, là, on est plutôt sur un doublon, là, on est plutôt sur un trou dans la raquette, et de pouvoir harmoniser ensuite l'offre mobilité sur le territoire. Et en ça, on a pris plus de temps que prévu de pouvoir avoir cette échelle extrêmement fine des différentes aides de mobilité. Ça peut être un garage, par exemple, type Peugeot, qui met à disposition un véhicule en location. Il va falloir aller chercher l'information pour savoir que ça existe et de la diffuser, puisque c'est une solution qui pourrait être utilisée par un des administrés sur le territoire. Et d'avoir cet échelon extrêmement fin, c'est quelque chose qui nous a pris aussi beaucoup plus de temps que prévu. Merci beaucoup, Jonathan, pour votre retour, vos enseignements. Et on voit là aussi l'importance de pouvoir partager la connaissance ou les connaissances du territoire, justement pour construire des modèles et des offres les plus pertinentes et optimales pour le territoire. Alors, merci à chacun et chacune de vous pour vos témoignages. Et ça nous amène finalement à mettre en perspective comment on peut accélérer l'innovation territoriale, c'est-à-dire la capacité à articuler les actions des acteurs publics, privés et associatifs à partir de 4 leviers existants: l'accès à la connaissance, à la capitalisation, à la valorisation et développement des compétences et aux capacités de financement. Et on va voir comment on peut les mobiliser et comment ça se concrétise particulièrement dans le domaine de la mobilité. Alors je le disais en introduction, pour réussir les transitions, il faut pouvoir justement faire en sorte de faire émerger l'innovation territoriale. Et ce que nous dit très bien le cahier de recherche de l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts du Rameau, au D17 Économie et Territoire, qui dit qu'il faut qu'on trouve collectivement de nouveaux équilibres socio-économiques axés, basés sur le collectif, l'agir ensemble. Et ce cahier de recherche met également en évidence le fait que l'innovation territoriale s'appuie, si on veut l'accélérer, en tout cas sur 4 leviers complémentaires. Ce sont les 4 C. C'est l'accès à la capitalisation des enjeux et des pratiques. L'idée, c'est justement de ne pas repartir de zéro, mais de s'appuyer sur ce qui existe pour améliorer et enrichir ce que l'on souhaite faire. C'est de partager les connaissances, et on en parlait tout à l'heure sur les connaissances sur l'engagement des acteurs, sur ce qui se passe par domaine, sur ce qui se passe au niveau des territoires. C'est aussi de pouvoir valoriser et développer des compétences. On en a parlé avec Caroline et Elodie tout à l'heure. Et puis, c'est aussi de pouvoir développer les capacités d'investissement pour permettre aux projets territoriaux, notamment, de pouvoir se consolider et se développer. Et donc, ces différents leviers, ils sont régulièrement enrichis par des travaux collectifs. Et la Fondation des territoires a justement expliqué, valorisé ce qui existe aujourd'hui, comment on peut activer ces différents leviers. Ça a fait l'objet l'année dernière, en novembre dernier, d'une note de la Fondation des territoires qui s'appelle « L'innovation territoriale en action ». Alors, pour faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire on va repartir d'un cadre des références, et à partir de ce du cadre de référence, du triptyque dont on a parlé tout à l'heure, on va voir comment on va pouvoir activer ces 4 leviers, non pas sur le domaine mobilité et acteurs, parce qu'on l'a déjà bien décortiqué, mais plutôt comment au niveau du territoire, ces 4 leviers peuvent être activés et s'activent, notamment sur le domaine de la mobilité. Si on prend le premier levier, c'est-à-dire l'accès à la capitalisation, cette capitalisation, aujourd'hui, elle est faite au niveau du territoire France, c'est-à-dire France métropolitaine et ultramarin.
Et la solution qui est proposée par l'Observatoire des partenariats, ce sont les fiches repères, c'est-à-dire les défis en commun. Cette année, 10 défis vont pouvoir être décryptés. Et comme vous le voyez dans la petite légende qui est en bas à gauche de votre écran, il y a différents niveaux d'accessibilité. Ces fiches-là, ces défis-là sont décryptés. C'est un niveau d'accessibilité relativement simple. Pour illustrer sur la question de la mobilité, le mois de mars, c'est le mois du défi lié à la mobilité durable et inclusive pour tous. Alors, ce qui est très intéressant dans ces défis, dans ce décryptage, c'est que nous avons accessible trois niveaux d'information. Le premier, c'est qu'il y a un zoom très concret sur le cap et le cadre commun de l'agenda 2030 où on décortique les ODD concernés. Ensuite, on peut s'inspirer par des exemples inspirants donc, sur la mobilité. Et là, c'est tous les travaux qui sont capitalisés dans le cadre de la plateforme Trajectoire socio-économique. Sur la mobilité, il y a déjà 2 webinaires et puis toute l'animation du cycle ODD 17 en pratique. Et enfin, si on veut agir, si on veut s'informer, si on veut se former, il y a toutes les ressources qui sont disponibles et en l'occurrence, toutes celles sur la mobilité. Tous les travaux de WeMove également, ils sont référencés comme le baromètre, les études, mais pas que. Il y a d'autres ressources qui viennent d'autres partenaires également qui viennent enrichir cette capitalisation. Donc, les fiches repères, c'est très intéressant pour les acteurs territoriaux, notamment parce que ça donne à voir la diversité des approches. Ça permet donc de s'inspirer et de pouvoir s'immerger dans des domaines, et en l'occurrence sur celui de la mobilité. Pour le partage des connaissances, là aussi, une solution qui est portée et proposée par l'Observatoire des partenariats, puisque ce sont les cahiers d'observation locale. Les cahiers d'observation locale, ils ont pour objectif de décrypter, décortiquer les enjeux et les pratiques de coopération en réponse à un défi en commun. Alors, pour ce qui est de la mobilité, le territoire de partage des connaissances, c'est celui du territoire de la communauté de communes de Limoux, qui se trouve dans le département de l'Aude, puisque le rameau WeMove et le CNAM vont produire cette année un cahier d'observation sur les enjeux et besoins de mobilité du Limousin. Donc, et ces cahiers d'observation, ils ont 2 objectifs. Le premier, c'est de croiser les regards sur les enjeux du territoire, mais aussi sur les besoins de mobilité. Et pour ça, il va y avoir 2 approches complémentaires. On va regarder, ce cahier va nous donner à voir les données issues de sites publics comme l'INSEE, l'Observatoire des partenariats, l'Observatoire des territoires, et évidemment toutes les études de WeMove. Et puis on va mettre en regard les convictions des acteurs locaux issus de profils différents qui seront interviewés, notamment par les étudiants du CNAM. Donc c'est des regards croisés. Et puis deuxième objectif, c'est de pouvoir valoriser les spécificités du territoire, en l'occurrence le territoire du Limousin, qui est un petit moyen territoire, peu doté en ingénierie locale, donc comment il est en capacité d'innovation. Et c'est aussi de valoriser, de faire un état des lieux des pratiques et des besoins de mobilité. Donc c'est très intéressant pour ceux qui animent leur territoire de pouvoir bénéficier et être outillés par ces cahiers d'observation, parce que c'est un outil de dialogue et c'est un outil aussi d'animation du territoire. Pour ce qui est de la valorisation et du développement des compétences, là, on est sur un périmètre France, c'est-à-dire métropole et outre-mer. Et les solutions qui sont proposées, ce sont celles de la plateforme numérique qui s'appelle Piloter l'innovation sociétale, qui propose sur cet axe-là 3 parcours différents en fonction de son niveau de maturité. Ceux qui veulent faire leur premier pas, notamment sur la question des alliances, ils ont un parcours découverte. À l'autre bout de l'échiquier, il y a ceux qui veulent développer leurs compétences. Et là, aujourd'hui, est lancé le module Coopérer efficacement que vous retrouvez sur cette plateforme. Et entre les deux, il y a un parcours de valorisation des pratiques qui a pour objectif de révéler ces pratiques, et notamment celles de coopération. Alors, pour faire le lien avec la mobilité et notamment le territoire du Limousin, la Fondation des territoires et le Rameau ont lancé un programme entre 2019 et 2024 qui s'appelle Chef de projet innovation territoriale, dans lequel il y a eu tout un travail entre AgroParisTech, le Rameau et le réseau des catalyseurs qui a permis de mettre à disposition une grille de qualification des pratiques. À partir de cette grille de qualification des pratiques, on peut orienter, en fonction de sa maturité, de ce que l'on souhaite faire, vers soit un parcours premier pas, soit vers un module de développement des compétences, ou un parcours de valorisation des pratiques. Et en l'occurrence, le parcours qui est lancé, dont les inscriptions sont lancées aujourd'hui, c'est le parcours Coopérer efficacement, qui a été prototypé par les 12 territoires pilotes du programme, dont le territoire Limoux a fait partie ces 5 dernières années. Et donc ce parcours-là, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a pour objectif de pouvoir conscientiser et révéler les pratiques donc, de coopération. Et il a 2 grandes phases. Soit vous avez une première phase d'autonomie avec un certain nombre de ressources numériques et d'exercices. Et puis ensuite, on se retrouve tous en atelier
applicatif à la fin de ce parcours. Et je vous dis ça, mais Yann tout à l'heure en reparlera, puisque les inscriptions à ce parcours sont ouvertes dès aujourd'hui. Donc, pour cet axe compétences, ce qui est très intéressant, ce sont des parcours-là, ils ont pour objectif d'outiller tous les acteurs de terrain dans leur capacité à mobiliser leur écosystème local en fonction de là où ils en sont et en fonction aussi de leurs besoins. Enfin, sur le dernier levier, ce sont les capacités de financement. Alors là, c'est la solution qui est proposée par le fonds 2D17. Donc, en termes de niveau d'accessibilité, on est plutôt sur un niveau expert, puisque le fonds 2D17 propose un fonds d'ingénierie territoriale. Ce fonds, c'est un soutien au premier kilomètre des besoins en ingénierie. Alors, comment il a été concrètement appliqué sur la question de la mobilité? Là, on était sur le territoire du Massif central, dans le cadre d'une démarche entre 2020 et 2023 qui s'appelle Agir ensemble en territoire et qui avait pour vocation de croiser 4 profils de catalyseurs territoriaux. Rhône-Alpia, qui est un incubateur, AgroParisTech, donc acteur académique, l'agence de développement Maceo et le PCI du PETR, donc du Grand Clermont. Et tous ensemble, on a été mobilisés sur la question de la mobilité au travers d'un projet qui s'appelle Hatchoum. Et donc, comment ça s'est concrétisé? Eh bien, on a eu un dialogue de gouvernance à plusieurs, donc avec Hatchoum, pour justement l'aider à voir comment il peut se consolider, comment ce projet-là va pouvoir mobiliser son écosystème local. Il y a eu une aide financière grâce aux différents profils de financeurs. Et puis, il y a eu un parcours d'accompagnement, de réflexion sur le modèle socio-économique de Hatchoum en lien avec son écosystème. Donc, très important aussi pour les acteurs de terrain de pouvoir savoir que le fonds D17 et plus particulièrement le fonds d'ingénierie territoriale, c'est la capacité à apporter des différentes formes d'ingénierie et de financement pour à la fois valoriser et également consolider les acteurs territoriaux dans leur projet. Voilà, donc comment on voulait, ce que l'on voulait vous dire sur les 4 leviers d'accélération de l'innovation territoriale. Et l'objectif, c'est vraiment au travers de ces 4 leviers de pouvoir faciliter l'innovation sans être obligé de repartir chaque fois de zéro. Et le réseau des catalyseurs, dans les 4 webinaires qu'il va pouvoir animer, l'objectif, ça va être justement de voir comment ces 4 leviers peuvent être mobilisés en fonction du thème. Alors, on continue sur ce webinaire et plus particulièrement sur les actualités du mois, celle du mois de mars, qui est un mois qui est riche en actualités. Et pour en parler, je propose à Yann Lulia, qui est justement directeur de l'Observatoire, qui apporte toutes ces données, de nous dire ce qui se passe au mois de mars. Merci beaucoup, Elodie. Juste avant de vous parler des actualités de mars, préciser que on propose différents formats d'animation de la connaissance, puisque ça se décline chaque semaine avec des informations très pratiques dans le cadre des GD de l'EDD17. Il y a une synthèse qui vous est partagée le mois dans le cadre du webinaire, on va y venir, de point de vue trimestriel avec l'analyse de la veille sociétale et également annuel avec 2 dossiers publiés avec Juris Association sur les modèles socio-économiques, c'est en juillet, et sur les coopérations territoriales au moment du Salon des maires. Alors, en mars, 4 grands temps justement de cette animation de la connaissance. Jeudi 13 mars, vous avez pu entendre l'interview de Florence Gilbert, directrice générale de WeMove, qui a ouvert ce webinaire en posant les enjeux finalement de la mobilité inclusive. Le jeudi 20 mars, vous avez pu découvrir une nouvelle monographie de l'ADASI qui a publié un guide illustratif sur les modèles socio-économiques d'intérêt général avec un acteur associatif de la mobilité, puisque c'est l'association de cyclo-logistique Carton Plein. La semaine prochaine, jeudi 27 mars, sera mis en lumière le dossier mobilité durable et inclusive dans le bulletin de veille et d'analyse de l'innovation sociétale. Et le lendemain, le vendredi 28 mars, c'est avec Simon Luc, responsable territoire et citoyenneté durable et directeur par intérim du Comité 21, que je vous invite à l'écouter pour en savoir plus sur un guide passionnant pour permettre aux collectivités locales d'utiliser finalement, de mettre en œuvre leur politique publique avec l'appui des objectifs de développement durable. Et ça, c'est le webinaire d'embarquement de la base Impact Alliance. Elodie en parlait, l'actualité du mois, l'actualité du jour, c'est en lien avec la plateforme de compétences piloter l'innovation sociétale, puisque c'est aujourd'hui même que vient d'être mis en ligne le nouveau module Apprendre à faire alliance. Et
on lance également les inscriptions d'un parcours expérientiel coopère efficacement, le 3e, après hybrider son modèle socio-économique et innovation territoriale. Le principe, c'est quoi? Le principe, c'est qu'il y aura en fait 2 temps. Un temps d'introspection mise en ligne, mais guidé par l'action, avec des capsules vidéo très courtes suivies de quiz, d'exercices applicatifs pour vous guider finalement et vous permettre d'une introduction à différentes sessions thématiques, d'acquérir pas à pas différents éléments de méthode et un temps conclusif qui sera un temps d'échange de pratiques le 3 juillet qui va permettre aussi de révéler finalement par rapport à vos propres spécificités, vos propres enjeux, le point qui peut être le plus saillant à mettre en valeur. Et ce parcours est organisé en partenariat avec le FONI et le réseau des catalyseurs territoriaux. Donc, dès aujourd'hui, vous pouvez y participer. Un peu de patience puisque les petits messages des capsules vidéo seront partagés chaque semaine à partir du mardi 6 mai 2025. Et l'actualité du mois, c'est une actualité aussi, et je vais inviter notre président fondateur Charles Benoît Hetzig à la commenter, c'est les enjeux de territorialisation des objectifs de développement durable qui qui se sont manifestés sur 2 grands volets depuis le 3 mars. Charles Benoît, je vous invite à les commenter. Merci Yann, bonjour à toutes et tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce 46e webinaire. Alors oui, vous savez que le mois dernier avait été lancé au cours de ce même webinaire le rapport vers de nouveaux modèles socio-économiques et que suite à cela, il y avait eu organisé par le collectif Élus ODD au Sénat le 28 février dernier un grand colloque sur mettre l'agenda 2030 au cœur de la campagne des municipales de 2026. Et dans la foulée de ce colloque, il nous a semblé important de faire 2 choses. D'abord, d'envoyer dès le 3 mars dernier une lettre ouverte aux élus locaux sur l'ensemble des ressources qui sont mises à leur disposition pour les aider très concrètement à animer localement à la fois les débats et la mise en œuvre de cette dynamique d'agenda 2030 au plus près des besoins, au plus près des ressources et au plus près des envies d'engagement pour réellement faire du territoire le lieu d'incarnation de l'intérêt général à portée de main. On a vu, et Elodie l'a rappelé tout à l'heure, dans les cahiers de recherche de l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts, que vraiment cette question du territoire est au cœur de notre capacité à réussir les transitions. Et donc, il était important d'apporter aux élus locaux les éléments, les ressources dont ils ont besoin. Et aujourd'hui, nous lançons une autre publication, le rapport VITS, puisqu'il faut, face à l'urgence des transitions, aller vite. Mais pour cela, vite, ça veut dire effectivement être capable de définir sa valeur, de pouvoir valoriser ses impacts et sa trajectoire, et de le faire ensemble pour que ça ait du sens. Et donc, nous avons résumé dans ce rapport de synthèse sur la territorialisation des transitions 19 ans de travaux de recherche et surtout les 21 raisons, 7 enseignements de la recherche, les 7 plateformes numériques qui permettent à chacun d'agir selon son niveau d'engagement et puis les 7 solutions concrètes qui sont mises aujourd'hui à disposition des territoires pour être en capacité de conduire ces transformations. J'insiste sur l'importance de rappeler à chacun l'existence de ces travaux en commun et comme l'a parfaitement rappelé WeMove sur les questions de mobilité, il est absolument indispensable non pas de créer de nouvelles solutions, la plupart des solutions existent, mais bien d'apprendre à les articuler. Et c'est bien le sens des défis de chaque mois que portent les objectifs de développement durable à travers la proposition que nous fait l'Observatoire des partenariats. Et c'est bien ce qui est résumé dans ce rapport de synthèse.
Il ne fait que 50 pages. Pour ceux qui connaissent les travaux de recherche du Rameau, vous avouerez que 50 pages par rapport à ce que nous publions d'habitude est beaucoup plus court et sans doute beaucoup plus efficace. En tous les cas, merci à chacun d'avoir contribué durant ces 19 dernières années à faire en sorte de pouvoir dire aujourd'hui, nous sommes prêts à faire face à cette territorialisation des transitions. Elle est déjà à l'œuvre sur la plupart de nos territoires. Les élus locaux sont à la manœuvre, les entreprises, les associations, les acteurs académiques sont déjà au rendez-vous. Eh bien, il ne manque plus qu'à le valoriser tous ensemble. Merci par avance de cette action collective. Merci Charles Benoît. Et comme l'a mis Amélie dans le fil de questions, vous retrouvez tous les liens, que ce soit la lettre aux élus, le rapport vite, mais également tous les leviers dont j'ai parlé tout à l'heure pour accélérer l'innovation territoriale sont en ligne. Surtout, n'hésitez pas à aller voir et consulter tout cela. C'est pour tout le monde. Donc, à moins que vous ayez une question ou des questions, je vous rappelle, ou je vous précise plutôt que le prochain webinaire, donc c'est, comme je vous le disais, tous les 3e jeudis de chaque mois, donc le prochain, ça sera en avril, donc le 17 avril exactement, toujours aux mêmes horaires, c'est-à-dire 13h à 14h30. Et cette fois-ci, enfin le mois prochain plutôt, le webinaire sera axé sur le modèle socio-économique des organisations d'intérêt général. Il sera animé par d'autres partenaires de trajectoire socio-économique que sont Adasi et l'Institut EDEAS. Et la thématique du mois prochain, ça va être de voir comment on peut élaborer, piloter et évaluer des trajectoires socio-économiques durables et inclusives. Donc voilà le programme du mois prochain. Je remercie WeMove, Élodie, Caroline et Jonathan d'avoir participé à mes côtés à l'organisation et au contenu de ce webinaire. Je vous en remercie particulièrement. Bien sûr, le Rameau et l'Observatoire des partenariats. Et je vous dis à très vite, très bientôt, très bonne journée. Et puis, à la prochaine. Bon courage à tous. Très bon après-midi, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.